le deuxième volet de ce numéro 3, ministre de Justice, on va parler du divorce. Le divorce, c'est la dissolution du lien de mariage. Ici, dans notre pays, nous avons deux types de mariage. Il y a ce qu'on appelle le mariage civil et le mariage coutumier. Et donc, les procédures de divorce ne sont pas les mêmes. La procédure du divorce, quand c'est un mariage civil, elle est prévue par les dispositions des articles 232 et suivants du Code civil. Et donc, ici, je pense qu'il faut expliquer que le mariage civil, c'est en fait celui qu'on fait à la mairie, où le maire vient dire qu'il a réuni des personnes. C'est pas là où on vient faire la fatia, ensuite on va faire la déclaration, c'est différent. Il peut y avoir un mariage coutumier, on fait une déclaration à la mairie, souvent les gens font une cérémonie, mais le mariage civil lui-même, où c'est le maire qui le célèbre. Donc ce mariage-là, et quand un des époux veut le rompre, il saisit le président du tribunal par une lettre où il explique pourquoi il veut la rupture du lien de mariage. Et le code lui-même, la loi, a énuméré certaines causes de divorce, donc que les demandeurs peuvent mettre en avant pour obtenir le divorce. C'est notamment l'adultère d'un des époux. Celui qui demande, il apporte la preuve que l'autre fait de l'adultère, qui ne peut pas rester avec lui. Ça, c'est des choses qui peuvent prospérer. Ou que l'autre époux a été condamné à une peine afflictive et infamante. Donc, généralement, c'est pour les crimes graves. Il a été condamné, par exemple, pour meurtre, pour assassinat. Et l'autre époux peut estimer qu'il ne peut plus rester avec lui et il peut légitimement demander le divorce. Il peut aussi y avoir des injures dans le couple, des injures et sévices. Mais la loi a précisé que pour que les injures et sévices soient une cause de divorce, il faut qu'ils constituent une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal. Donc, vraiment, il faut que ça soit très fort. On ne peut pas juste parce que la personne a insulté, il faut aller demander le divorce. Non, non, non. Ça doit être grave, ça doit être répété et rendre le maintien du lien conjugal pratiquement impossible. Donc, voilà un peu les raisons qui peuvent amener au prononcé du divorce. Maintenant, quelle est la procédure? La procédure, c'est que quand le demandeur saisit le président du tribunal, le président du tribunal, il tente d'abord une conciliation. Il essaie de rapprocher les parties pour sauver le mariage. Très souvent, il y a même deux phases, même dans la conciliation. On entend d'abord les époux séparément, parce que souvent, quand ils sont ensemble, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Mais quand ils sont seuls avec le juge, ils peuvent aller souvent dans certains détails pour lui permettre de comprendre ce qui se passe et pourquoi l'époux qui demande le divorce le demande. Et donc, après les avoir entendus séparément, on les entend à deux, on essaie de les réconcilier. Si ils se réconcilient, c'est tant mieux, donc ça continue. S'ils ne se réconcilient pas, le plan tribunal ira une ordonnance qu'on appelle ordonnance de non-conciliation. Et à partir de ce moment, il autorise l'époux demandeur à assigner devant le tribunal. Cette fois-ci, ce n'est pas devant le président du tribunal, mais devant le tribunal, parce que le tribunal est collégial. Et quand on dit assigner, ça veut dire qu'il faut passer par un huissier. Et on saisit le tribunal par assignation.
Et donc, dans le dossier, il est versé le procès verbal de non-conciliation. Ce dossier-là, il est communiqué au procureur de la République pour ses réquisitions. Le président du tribunal ou le juge qui est en charge du dossier, il ordonne une enquête sociale s'il y a des enfants. Si le couple a des enfants, il faut forcément ordonner une enquête sociale parce que c'est ça qui va permettre de se prononcer sur la garde des enfants. Les parties sont entendues, naturellement. Et l'instruction est faite. En fait, tout ce qui est allégué doit être prouvé. Donc, vraiment, on permet à tout un chacun d'apporter la preuve de ce qu'il allègue. Et le tribunal statue. En statuant, puisqu'on ne peut pas obliger les gens à rester ensemble, le tribunal finit toujours par prononcer le divorce au tort de l'époux fautif. Parce qu'il faut qu'on dise qui est fautif. C'est la faute de qui a amené le tribunal à prononcer le divorce. Le tribunal, après avoir prononcé le divorce, il statue sur la garde des enfants, s'il y a des enfants. Et pour statuer sur la garde des enfants, il faut tenir compte de leur intérêt supérieur. C'est ce que la loi dit. En fait, par le passé, même si ce n'est pas dans cette procédure, on considère que l'enfant appartient à son père et qu'à partir d'un certain âge, normalement, il doit aller au père. Non. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est mis en avant. Et pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, le juge se base sur le rapport d'enquête sociale. Parce que au niveau de l'enquête sociale, les enquêteurs, ils vont voir les conditions matérielles de chaque époux, les conditions de vie de façon générale, parce qu'il y a des questions de moralité, des questions d'éducation. Ils entendent les voisinages, ils entendent même les enfants eux-mêmes avec lequel des parents ils veulent rester. Et donc, avec tous ces éléments, le juge accorde la garde des enfants au parent qui est le mieux indiqué pour s'occuper de ces enfants-là. Et il se prononce sur la pension alimentaire. Parce que l'époux qui n'a pas la garde des enfants, c'est quand même ses enfants. Il doit contribuer à leur prise en charge. Et donc, on fixe une pension alimentaire qui est payée et lui, en retour, on lui accorde un droit de visite et d'hébergement. Tout ça, c'est réglé. Quand on dit, par exemple, que les enfants restent avec leur mère, on accorde un droit de visite au père. Par exemple, on peut dire que s'ils sont dans la même ville, que chaque week-end ou chaque dimanche, ils vont chez lui. Si c'est lui qui doit venir les chercher à la maison, si c'est la mère qui va les envoyer, que ce soit elle-même qui les amène ou qui remet à quelqu'un pour les amener, puisque dans la pratique, souvent, ça cause énormément de problèmes. Quand l'époux vient dans le domicile de son époux qui s'est remarié, ou elle va alors que l'autre s'est remarié, ça cause énormément de problèmes. Donc, le juge statue pour éviter tous ces problèmes, il rentre dans les détails. Et aussi pour les vacances, on statue comment ils vont passer les vacances. Est-ce que c'est une partie avec celui-là, l'autre partie avec l'autre, ainsi de suite. Donc, le juge, il statue sur tout cela. Et quand, pour le mariage civil, il peut y avoir la communauté des biens. C'est des régimes, donc les biens sont ensemble. Et donc, puisqu'ils se séparent
on va séparer les biens, cette fois-ci. Le juge statue sur ces biens-là. Naturellement, c'est une décision qui peut faire l'objet d'appel devant la cour d'appel. Donc, voilà en ce qui concerne le mariage civil. Maintenant, l'autre divorce, et qui est le plus courant chez nous, c'est le coutumier. Parce que le mariage coutumier que la plupart nous faisons, on fait la fatia pour dire qu'un tel est uni avec un tel. C'est un mariage coutumier. Même si après il est déclaré à la mairie, on délivre un certificat de mariage, il reste quand même toujours régi par la coutume. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la coutume peut être différente ou elle est différente de la religion. Parce que souvent, quand on dit coutume, comme on est dans un pays musulman, les gens pensent que c'est l'islam. Ça peut ne pas être l'islam. Même si la plupart, vraiment, c'est l'islam. Et c'est pour cela que dans les décisions de justice, on parle de coutume islamisée, Hausa islamisé par exemple, ou Zarma islamisé. Puisque peut-être qu'avant l'arrivée de l'islam, ce n'était pas comme ça que les choses s'est passées. C'est même pas, peut-être c'est certain. Et donc avec l'islam, c'est des musulmans, ils suivent les règles musulmanes qui encadrent le mariage, mais on considère que ça c'est leur coutume. C'est devenu leur coutume maintenant qu'ils sont devenus musulmans, et c'est pourquoi on applique ces règles-là. Et en réalité, le fondement juridique de ces procédures-là, c'est la loi elle-même, la loi sur l'organisation judiciaire, donc 2018-37, à son article 72. Voilà ce qu'elle dit, c'est important de le savoir. Je cite, « Sous réserve du respect de conventions internationales régulièrement ratifiées, des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l'ordre public ou la liberté des personnes. » Donc, sous réserve de ces dispositions, les juridictions appliquent la coutume des parties, dans les affaires concernant leur capacité à contracter et à agir en justice, l'état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, donations et testaments. Donc, la loi a prévu que en matière de divorce, on peut appliquer la coutume de partie dès lors que cette coutume-là, elle n'est pas contraire aux conventions internationales légalement ratifiées, à la loi ou à l'ordre public. Et donc, en tout cas, nos coutumes en ce qui concerne les divorces, les mariages, jusque-là, on ne les a pas considérés comme contraires à l'ordre public. Et donc, pour ce mariage-là, il y a deux façons de rompre le lien conjugal. C'est ça la particularité. Le lien conjugal peut être rompu par la répudiation. Ça n'existe pas dans les mariages civils, mais pour les coutumiers, la répudiation existe. La répudiation, c'est la faculté donnée à l'époux, là au mari, c'est vraiment clair et net, de rompre le lien conjugal. Donc, un mari peut décider qu'il met fin à son mariage. C'est la coutume qui le prévoit et la loi a dit qu'on applique la coutume des parties. Donc ça veut dire que si le mari dit qu'il a répudié sa femme, le juge ne peut pas annuler cette répudiation. Parce que c'est son droit. Coutumier est reconnu par la loi. Le juge ne peut que constater. Et donc, quand il y a répudiation,
très souvent, vous voyez quand le mari dit qu'il a répudié, ou bien la femme elle-même, elle veut être répudiée, elle dit de lui donner le papier de divorce. En fait, ce n'est pas le papier de divorce, c'est le papier de répudiation. Et donc, il prend le papier, il écrit pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus sa femme, il l'a répudiée. Le lien du mariage est dissous. Maintenant, en fait, en principe, à partir de ce moment, il n'y a pas de mariage. Il n'y a plus de lien de mariage. On n'a pas besoin d'aller devant le juge pour le consacrer. Mais puisque souvent, au moment de se remarier, il y a des problèmes qu'il y a, ou bien souvent, l'époux, il dit seulement verbalement qu'il a répudié, mais il n'écrit pas. Souvent, il y a des problèmes de preuves qui se posent quand la femme veut se remarier. Et c'est pour cela que le mieux, c'est d'aller devant un juge pour que lui, il constate la répudiation. Et s'il constate la répudiation, s'il y a des enfants, il statue sur la garde des enfants, comme on a expliqué tout à l'heure, après avoir ordonné une enquête sociale et tout ce qui s'ensuit. Le reste, c'est la même chose. Sauf que ici, c'est le mari seulement qui a décidé de dissoudre le mariage. Maintenant, dans notre coutume, jusque-là, la femme n'a pas ce droit. Elle ne peut pas se lever un bon matin pour dire à son mari qu'il n'y a plus de mari entre eux de s'en aller. Donc, il y a cette voie où, malheureusement, il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus. Et il y a beaucoup de pays musulmans qui ont, dans la loi, vraiment écarté ces modes de dissolution de mariage parce qu'on considère que c'est très humiliant, ce n'est pas respectueux des droits de l'homme. Parce que vous voyez souvent ce qui se passe. On vit avec une femme pendant plus de 30 ans. Un bon matin, on vient, on lui dit de ramasser ses effets et de partir. C'est très choquant, mais malheureusement, au regard de notre loi, il en a le droit. Mais même si on en a le droit, avant que la loi n'interdise ça, c'est quand même de faire appel à la raison. On ne peut pas faire ça à un humain. Et dans tous les cas, quand on humilie quelqu'un, on finit par récolter ce qu'on a sémé. Donc le mieux, même si c'est autorisé par la loi, il ne faut pas prendre ce genre de mesures. Il faut respecter la dignité humaine. En dehors de la répudiation, pour les mariages coutumiers, il y a aussi le divorce, tout comme le mariage civil. Pour les divorces, selon la procédure coutumière, c'est à peu près les mêmes causes, à peu près les mêmes causes, mais comme ce n'est pas écrit, on ne peut pas dire voilà les causes du divorce coutumier, puisque ce n'est pas écrit, c'est des choses qui changent. Mais devant nos juridictions, en fait, ce qui revient le plus, c'est le défaut d'entretien, les violences conjugales, qui peuvent être physiques ou morales, ou la violation du devoir de cohabitation. Je pense que les gens comprennent c'est quoi la violation du devoir de cohabitation. On a souvent des situations, moi-même j'ai géré un dossier de divorce où, dans une ville, le mari a quitté la maison. En fait, sans raison valable. Il a quitté sa maison, il allait s'installer quelque part dans la ville pendant une dizaine d'années. Il a laissé la femme seule. Et donc, elle a fini par demander le divorce. Parce que, en plus du fait qu'il n'entretient pas, mais il n'y a plus de cohabitation. Il y a la violation du devoir de cohabitation.
Donc, c'est les raisons qui sont le plus invoquées parce que, comme on a vu que le mari, lui, il peut répudier, donc lui, il n'a même pas intérêt à saisir le juge quand c'est coutumier pour dire qu'il demande le divorce. Et c'est pour cela que, la plupart du temps, c'est la femme qui saisit le juge pour demander le divorce parce que elle ne peut pas répudier. Quelle est la procédure? L'épouse qui veut obtenir le divorce, elle peut faire une demande adressée au juge. Contrairement au mariage civil où on vient devant le tribunal de grande instance hors classe si c'est à Niamey, ou le tribunal de grande instance quand c'est en région, pour le mariage coutumier, le divorce est de la compétence, ici à Niamey par exemple, des tribunaux d'arrondissement communaux, c'est eux qu'on saisit. Ou dans les départements, les présidents des tribunaux d'instance. Maintenant, il y a un juge au niveau des tribunaux de grande instance de l'intérieur qu'on appelle le juge chargé des affaires civiles, qui statue aussi sur les divorces coutumiers. Donc, on peut lui adresser une demande de divorce, tout comme on peut se présenter physiquement pour déclarer qu'on veut le divorce. On veut une dissolution de son mariage et la personne est entendue au tribunal même sur procès verbal pour consigner la déclaration. Après l'audition sur procès verbal, là aussi, il y a une tentative de conciliation, tout comme pour le civil. Et ici, très souvent, quand on appelle l'époux le mari pour lui signifier ou lui notifier que sa femme a fait une demande de divorce, le juge leur donne un délai pour aller essayer de se réconcilier. C'est généralement un délai de 3 mois. Ils se concilient et très souvent, on sait que les familles interviennent pour vraiment les remettre ensemble. Après ce délai, le juge peut donner encore un autre délai s'il pense qu'il y a toujours les moyens de sauver le mariage. Parce que pour le juge, il faut tout faire pour sauver le mariage. Et c'est pour cela que la procédure est lente. La lenteur, c'est une lenteur souvent exprès pour donner la chance à la conciliation. Et ça marche. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de la lenteur judiciaire dans les procédures de divorce. Mais c'est une lenteur qui aide à sauver les mariages. On a vu souvent des procédures qui ont duré pendant plus d'1 an. Les gens ont refusé de se concilier, on a fait la procédure, le juge a prononcé le divorce. Moi-même, ça m'est arrivé. Après que le juge ait prononcé le divorce, après on apprend que les gens se sont réconciliés et sont retournés. Et souvent, ils nous laissent avec la décision sur la main. Ils sont retournés ensemble. Donc, en fait, ce n'est jamais perdu d'avance. Mais naturellement, il y a des conditions dans lesquelles, quand on voit, il ne faut pas aussi maintenir la femme dans une souffrance. Quand le juge lui-même, il pense que les chances de conciliation sont extrêmement minimes ou qu'il n'y a aucune chance de conciliation. Il y a vraiment des situations où le juge lui-même, il n'a pas l'espoir qu'il va avoir une conciliation et en ce moment, il faut aller un peu plus vite. Donc si, malgré les délais, le délai ou les délais qui ont été donnés, on n'arrive pas à aboutir à une conciliation des époux, en ce moment, le juge, il dresse un procès verbal de non-conciliation et il ouvre un dossier contentieux. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment la justice qui tranche. Donc, c'est en ce moment qu'il entend les époux sur PV. Puisqu'au niveau de la conciliation,
Si ils s'entendent, on ne veut pas qu'il y ait des traces, on n'écrit pas, on discute juste avec eux, on attire leur attention. Si ça ne marche pas, le dossier contentieux, il faut forcément les entendre sur procès verbal. S'il y a des témoins qui veulent produire, qu'on les entend sur procès verbal. S'il y a des expertises à faire, il y a des moments où il y a des expertises à faire. On ordonne l'expertise, on verse. S'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne une enquête sociale. C'est obligatoire. Le juge ordonne une enquête sociale pour lui permettre de savoir où se trouve l'intérêt supérieur des enfants. Et donc, à la fin de l'instruction, le juge il renvoie le dossier à un jugement. Au niveau du jugement, il y a le juge, il y a 2 assesseurs coutumiers. Dans toutes ces juridictions, il y a ce qu'on appelle les assesseurs coutumiers. Les 2 assesseurs coutumiers, comme il y a 2 parties, celui qui demande le divorce et celui qui se défend, donc il y a un assesseur coutumier de la coutume du demandeur et un assesseur coutumier de la coutume du défendeur. Comme le juge n'est pas censé connaître la coutume, c'est eux qui sont les sachants, donc c'est eux qui vont dire voilà ce que la coutume dit, mais dans sa décision, il faut qu'il dise expressément par rapport à cette situation, voilà la règle coutumière qu'il va appliquer pour décider. Et donc le juge prononce le divorce. Il statue sur la garde des enfants. Il accorde, s'il y a lieu, des pensions, la pension alimentaire. La pension alimentaire, en fait, ça peut être pour les enfants et pour la femme aussi, puisque avant qu'elle se remarie, peut demander quand même au mari de la prendre en charge pendant un moment. Et le juge, en ce qui concerne les mariages coutumiers, il fixe le délai de viduité. Le délai de viduité, qui est fixé, c'est 3 mois. Le délai de viduité permet d'éviter la confusion en cas de grossesse. Parce que si, juste après le divorce, la femme se remarie, on peut se trouver dans une situation où, quand, quelque temps après, il y a une grossesse qui sort, qu'on doute sur l'auteur de la grossesse entre l'ancien mari et le nouveau mari. Et c'est pour cela qu'on accorde 3 mois. Ça permet, avant le mariage, s'il y a une grossesse, vraiment que ça sorte, comme on dit, ça apparaisse, ou en tout cas, il ne peut pas avoir de confusion. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand, avant le divorce, la femme est restée longtemps hors du foyer, comme ça arrive, le juge peut dispenser la femme de l'observance de ces délais de viduité, parce qu'en ce moment, il n'y a vraiment pas de risque de confusion. Et donc, le juge, il peut aussi statuer sur la scolarité des enfants, puisque souvent vous avez des enfants qui sont à l'école, il faut qu'on dise qui doit payer leur scolarité. Parce que c'est 2 parents, il y a le père et la mère. Souvent, la mère a plus de moyens que le père, et donc, on peut dire en ce moment que c'est elle qui va payer les frais de scolarité. Ça peut être mis à sa charge. En tout cas, c'est la décision qui met les frais de scolarité des enfants à la charge d'un des époux. Et pour l'époux qui n'a pas la garde des enfants, le juge statue aussi sur le droit de visite.
et d'hébergement, souvent qui causent énormément de problèmes. En ce qui concerne le mariage coutumier, le juge statue aussi, souvent il est amené à statuer sur le remboursement de la dot. Le mari peut réclamer le remboursement de la dot et le juge est obligé de statuer. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que quand le mariage n'a pas été consommé, ça arrive, les gens se sont mariés, souvent 2 ans après, ils ne se sont même pas vus ou ils n'ont pas vécu ensemble, le mariage n'a pas été consommé. Et donc, ça, systématiquement, le juge ordonne à la demande du mari le remboursement de la dot ainsi que des autres frais liés à la célébration du mariage. Si le mariage est consommé, il n'y a pas de remboursement des autres frais. Mais par rapport à la dot, très souvent quand c'est par la faute du mari, par exemple, il n'entretient pas la femme ou il exerce des violences sur elle, le juge n'ordonne pas le remboursement de la dot. Mais si la femme juste veut quitter son mari, qu'il n'y a pas de raison valable à ça, que peut-être elle a vu quelqu'un d'autre qui est plus nanti et veut quitter celui-là pour le plus nanti, et donc tout ce qu'elle va avancer, on va trouver que ça ne tient pas. En ce moment, si le divorce est prononcé, le juge peut ordonner qu'elle rembourse la dot. Il y a quelque chose qu'il faut dire quand même d'important parce que souvent on est interpellé. Pour le divorce, c'est le juge qui est le seul habilité à prononcer le divorce. Le seul. Pour la répudiation, c'est le mari qui est seul habilité à répudier. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas répudier pour lui. Et une autre autorité ne peut pas prononcer le divorce à la place du juge. Et c'est pour cela que souvent, ici à Niamey, on a des difficultés parce que dans la pratique, je pense que les femmes qui vont au siège de l'association islamique pour demander le divorce, il n'y a pas de statistiques fiables, mais d'après ce que j'entends, elles sont plus nombreuses que celles qui vont devant les juridictions. Et souvent, avec le papier qu'elles obtiennent là-bas, elles se remarient. Et on a des cas où le mari vient porter plainte, parce que quand une femme qui est dans les liens de mariage contracte un second mariage, c'est constitutif d'une infraction à la loi pénale et on peut la poursuivre et même la condamner à une peine d'emprisonnement. Et elle et tous ceux qui ont concouru à cela. Et souvent on a ces difficultés. Parce qu'elle dit qu'elle a obtenu le divorce. Quand on lui dit où est le divorce, elle présente un papier de l'association islamique et le mari dit que lui, où il n'est pas d'accord, il n'est pas au courant. Et donc, en ce moment, malheureusement, la valeur juridique de ce papier ne couvre pas l'épouse et le nouveau mari si jamais elle a contracté mariage. On va forcément lui demander d'amener un papier, une décision d'un juge. Parce que c'est ça que la loi a prévu et normalement dans tout ce qu'on fait, on doit rester dans la loi. Il est vrai que souvent dans les discussions,
les gens ne comprennent pas parce qu'ils disent que nous sommes un pays musulman. On ne peut pas dire que l'association islamique qui comporte des érudits en islam ne peut pas prononcer. En fait, on ne remet pas en cause leur science. Mais c'est la loi. La loi n'a pas prévu ça comme ça. Le juge peut les consulter pour qu'ils puissent rendre une décision qui soit conforme à notre religion. Mais eux, ils ne sont pas habilités à prononcer le divorce. Si le mari, par exemple, devant l'association islamique, il dit qu'il répudie sa femme, dès lors que lui-même il peut écrire un papier pour dire qu'il a répudié sa femme, au niveau de l'association islamique, on peut faire un papier pour dire que, pour constater que le mari a répudié sa femme. Et là, il est important qu'il y ait sa signature pour que après il ne conteste pas. Parce que tout le problème est là. Parce que s'il dit qu'il n'est pas dedans, il n'a pas été consulté, il faut qu'on apporte la preuve du contraire. Donc s'il a signé, il ne peut pas apporter la preuve du contraire. Mais s'il n'a pas signé, il peut toujours dire que lui, il n'a pas fait. Et donc, au niveau de l'association islamique, je pense qu'il faut qu'ils tiennent compte de cette donne pour éviter des situations de fragilisation. Parce que, en fait, chaque fois qu'ils prennent ce genre de décisions, on remet en cause ou même on arrête les gens et ils sont fragilisés. Ce n'est de l'intérêt de personne. Mais aussi, ça met en danger les gens qui vont là-bas, qui prennent les papiers. Et souvent, c'est munis de ces papiers-là qui viennent devant le juge pour dire que elles veulent retourner à la maison pour chercher leurs effets. Tout cela, ça cause de problèmes. Parce que dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'une base juridique. Et c'est pour cela que, même quand, c'est un exemple, même quand quelqu'un s'installe dans votre maison, moi je suis procureur, vous avez donné votre maison en location à quelqu'un qui ne paye pas ou qui dégrade la maison, ce qui n'est pas du tout normal. Vous venez me voir, mais je n'ai pas le pouvoir de faire sortir la personne de force. On ne peut pas envoyer la police faire sortir la personne de force. Il faut que la personne demande à la justice son expulsion. Quand le juge va ordonner l'expulsion de cette personne, en ce moment, pour exécuter cette décision, on fait assister la personne de la force publique. Mais s'il n'y a aucune décision de justice à la base, ça amène énormément de problèmes. Et même par rapport à la garde des enfants, ça amène des problèmes. Parce que le juge lui-même, on a vu que il ordonne obligatoirement une enquête sociale qui va lui permettre de voir où se trouve l'intérêt de l'enfant ou des enfants. Au niveau de l'association islamique, je ne pense pas que ça soit possible. Bon, même si c'est possible, restons dans la loi. Ça protège tout le monde. Si le Niger estime que, en ce qui concerne les procédures de divorce,
les méthodes actuelles de nos juridictions fatiguent trop les justiciables, la loi peut être revue. La procédure peut être changée au niveau de la justice, tout comme la loi peut donner le pouvoir de prononcer à une autre institution. Mais pour le moment, on n'est pas là. Donc, on respecte les dispositions actuelles de la loi. Ça nous évite des problèmes. Je vous remercie.